Voilà. Bon, bah, du coup, je vais commencer avec petite présentation des prochains événements pour ensuite vous passer la main et attendre les retardataires. Donc, pour ceux qui sont en ligne avec nous, je ne sais pas si vous découvrez Mine Industrie, je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais donc très rapidement, nous, on est un club de networking pour les alumni dans l'industrie. On est rattaché donc à MPA, Mine Paris Alumni, et on organise donc des événements comme celui-ci, plutôt théoriques entre guillemets, mais aussi des événements pratiques comme les visites de sites. Si l'événement de ce soir vous intéresse et que vous voulez continuer avec nous, n'hésitez pas à vous inscrire à la page Intermine, je vous enverrai le lien par mail, où vous pouvez rester du coup au courant de nos événements. Mais en gros, pour que vous ayez un peu de visibilité, donc là, Madame Voigilis a gentiment accepté de faire un webinaire pour contribuer en fait au cycle de la transition écologique de l'industrie. On a vu avec la table ronde du 2 octobre à quoi pouvait ressembler en fait la trajectoire pour aller, pour entamer la transition. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir à vers quel horizon on veut aller. Donc moi, je trouvais que c'était intéressant comme question parce qu'on n'en entend pas souvent parler, surtout en école. Voilà, c'est à ça qu'on va répondre ce soir. Et le cycle de la transition écologique de l'industrie se clôturera sur la visite de la cimenterie Vicat de Montalieu, donc en région Rhône-Alpes, le 7 novembre. Donc, il reste quelques places pour les élèves. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message et puis je vous inscris. Donc, à la fin de cette visite-là, on aura terminé le cycle transition écologique de l'industrie et on va entamer un nouveau cycle donc sur les startups industrielles et le défi du passage à l'échelle avec un gros événement le 1er décembre. Donc là, il y aura pas mal de places pour les alumni et pour les externes, et il y aura quelques places pour les élèves, environ une quinzaine, enfin entre 10 et 15. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester bien alerte de ce qui va sortir sur Intermin, parce que je pense que ça va aller assez vite, les inscriptions. Mais voilà, le but, c'est de faire donc toute une journée de table ronde avec des sujets plus ingénieurs, pragmatiques le matin, et des sujets plus financement et politique publique l'après-midi. On introduira sans doute la journée par un speaker un peu en vue, on va dire, en tout cas sans doute assez médiatisé. Donc pour l'instant, on n'a pas encore arrêté notre choix. Donc on reviendra vite vers vous pour ça. Et en fin de journée, donc on a eu la confirmation de Benjamin Saada, qui est un ancien de l'école et qui est un entrepreneur qui a donc fondé Explicit, puis ensuite une autre startup industrielle qui s'appelle Fermat. Je vous enverrai toutes les ressources si vous voulez aller voir. Mais donc qui a levé quand même pas mal de fonds. Là, Fermat a levé en tout 50 millions d'euros. Donc c'est un entrepreneur qui réussit pas mal et qui est passé par notre école. Et du coup, on l'entendra sur le sujet du passage à l'échelle en soirée. Et donc, ça m'amène à l'événement d'aujourd'hui. Donc, Anaïs, je vous laisse la parole pour répondre donc à la question: à quoi ressemblerait une industrie qui a réussi sa transition? Parfait. Bonjour à tous. Alors, c'est un vaste sujet et une question auquel il va être difficile de répondre forcément en 30 minutes. Mais, et par ailleurs, je précise que la réponse que je donne, c'est ma réponse à moi et que d'une certaine manière, il pourrait exister plein d'autres réponses parce que l'industrie, elle est liée au choix qu'on fait en tant que société. Et que moi, je pense que l'industrie, et donc derrière l'industrie, c'est la capacité à produire aussi en masse certains biens industriels, en tout cas de manière répétée. Elle est une réponse à certains enjeux, mais certains diraient qu'en fait, ces modes de production ne sont pas du tout compatibles avec nos engagements environnementaux et qu'il faut revenir sur des modèles totalement différents, beaucoup plus artisanaux, se passer de beaucoup de biens, même si je pense qu'il y a un effort de sobriété. Et donc, en fait, en fonction de la manière dont on perçoit la société dans laquelle on a envie d'évoluer, bah, l'industrie ne trouvera pas la même place et n'aura pas la même forme. Donc, le sujet de la transition écologique et énergétique de l'industrie m'intéresse à double titre, parce que j'ai une double casquette, à la fois en tant que chercheuse rattachée au CEREJ de l'IAE de Poitiers, mais aussi en tant que directrice stratégie RSE d'un groupe qui s'appelle Humaine, c'est qui est un site qui est dans les 50 sites les plus émetteurs. Donc, j'ai beaucoup d'enjeux autour de la décarbonation qui occupent mon quotidien. Mais important de le préciser parce que nécessairement, quand on a un pied dans l'industrie, on peut avoir un regard qui peut gagner en subjectivité ou perdre un peu en objectivité. On apprend plein de choses sur les contraintes opérationnelles et en même temps, bah forcément, on prend aussi un regard un peu plus teinté d'industrie et donc on peut mettre une certaine dose de subjectivité.
Et donc, la question de la transition écologique et énergétique, on pourrait vouloir la limiter à l'industrie en se disant c'est une question à laquelle l'industrie doit répondre seule et apporter des réponses à la société. Et je pense que c'est un défi qui concerne l'ensemble de la société, parce que l'industrie est un moyen. Elle va servir nos modes de vie, que ce soit l'alimentation, la mobilité, les soins. Et donc, la transformer, ça revient à interroger nos modes de vie et aussi nos croyances. Si on se dit que demain, finalement, il y a encore une place très importante pour la mobilité individuelle, eh ben, on va réfléchir autour de chaînes de valeur pour fabriquer des véhicules individuels. Et derrière le véhicule individuel, on va se dire, mais est-ce qu'on veut des petits véhicules qui sont adaptés à une mobilité du quotidien, ou est-ce qu'on continue à faire des gros véhicules et plutôt des SUV? Donc, ce n'est pas exactement les mêmes choix industriels, les mêmes choix technologiques, les mêmes choix d'innovation. De la même manière, on peut se dire la société de demain, dans une stratégie d'aménagement du territoire, c'est favoriser beaucoup plus fortement les mobilités collectives, le bus, le train, le covoiturage éventuellement, ou des mobilités plus douces, moins carbonées, qu'on parle de véhicules intermédiaires, qui a été fait par l'ADEME, de vélo ou tout simplement de la marche. Et ce n'est pas exactement les mêmes stratégies d'aménagement du territoire et ça ne va pas être les mêmes stratégies industrielles derrière. Donc c'est pour ça que en fait, quand on parle de réduire l'empreinte environnementale d'une activité industrielle, il faut d'abord se demander au service de quoi on met l'industrie. Et ça interroge aussi de se dire, est-ce que toutes les activités industrielles, elles ont vocation à se transformer, à perdurer au regard de nos objectifs environnementaux et nos objectifs de société? Il y a peut-être des activités qui vont être amenées à disparaître dans les années à venir. Et la question qui se pose alors au pouvoir public et à la société, c'est comment on anticipe ces mutations, comment on les accompagne pour éviter d'avoir une casse sociale. Alors, si je répondais simplement à la question de à quoi ressemble une industrie qui a réussi sa transition, je pourrais dire, c'est on imagine un paysage industriel où on voit des usines, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités industrielles qui existent, mais on ne sait même pas quand on passe devant le bâtiment que c'est une activité industrielle ou c'est une activité logistique ou une activité tertiaire. Donc déjà, l'industrie, elle se mêle au paysage, aux zones économiques. On ne sait pas toujours qu'elle existe. On a l'image d'Épinal des hauts fourneaux, des usines avec des grandes cheminées qui fument, etc. Mais ça, ce n'est pas la réalité majoritaire de l'industrie en France et en Europe. On a beaucoup de sites industriels en fait, qui ressemblent à des entrepôts et derrière, il peut y avoir des activités d'assemblage, la métallurgie, la plasturgie, etc. Mais on est très loin de l'image d'Épinal de l'industrie. En tout cas, l'industrie qui a réussi sa transition, elle est sobre, elle est résiliente, c'est-à-dire qu'elle est capable de résister à des événements géopolitiques majeurs ou à des événements climatiques qui peuvent avoir un impact sur sa chaîne de valeur. Et elle contribue à régénérer l'écosystème dans lequel elle évolue, c'est-à-dire qu'elle essaye de ne pas consommer de ressources finies, mais de consommer des ressources qui peuvent se régénérer. Donc là, on est presque dans le domaine du vœu pieux. Elle est intégrée dans son territoire et elle coopère avec l'ensemble des acteurs du territoire ou des territoires où elle opère. La coopération, c'est avec éventuellement ses concurrents pour aller vers une logique de compétition, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les pouvoirs publics, d'autres acteurs de sa chaîne de valeur, les citoyens. Aujourd'hui, l'industrie, avec la désindustrialisation, elle s'est beaucoup repliée sur elle. Donc, il y a une forme de défiance à l'égard de la société civile. Donc, beaucoup d'activités industrielles ont le sentiment que la société civile ne comprend pas ce qu'elle veut faire et ce qu'elle développe. Et de l'autre côté, la société civile peut avoir le sentiment que l'industrie manque de manière générale de transparence. Et donc, il y a vraiment un dialogue à reconstruire. Parce que faire une transition, c'est possible, mais ça prend du temps, c'est coûteux, on a des technologies qui ne sont pas matures, et il n'y a pas de honte à expliquer que des choses peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Et je pense que c'est beaucoup plus compréhensible de dire que des choses sont difficiles à mettre en œuvre, voilà les obstacles qu'on rencontre, mais comment on essaye de les dépasser, que de dire tout va bien, on sera neutre en carbone en 2050, ne vous inquiétez pas. Je pense que tout le monde est confronté, qu'on soit dans le monde professionnel ou en tant qu'individu, on voit bien la difficulté à réaliser des transitions pour des questions de coût, de disponibilité d'objets bas carbone ou tout simplement d'habitude. C'est très très dur de revenir en arrière sur des habitudes qu'on a pu prendre et qui sont profondément ancrées dans nos sociétés, que ce soit des habitudes de consommation, des habitudes de mobilité, des manières de se soigner, etc. Et donc,
si on a cette image de une industrie qui va être sobre, résiliente, faiblement carbonée, qui a réduit son empreinte environnementale, qui contribue à préserver la biodiversité, qui consomme presque plus d'eau, etc. Il y a peut-être beaucoup de choses à aligner. Ça donne une image presque un peu poétique de l'usine qui serait totalement ancrée et en symbiose avec son territoire, mais ça ne doit pas masquer les difficultés qui se posent derrière ça. Parce que je pense que la transition de l'industrie, ce que je vous disais en introduction, ça touche au cœur de notre modèle de développement. C'est-à-dire que quand on dit on va faire la transition, alors on peut faire la décarbonation comme on fait aujourd'hui. Et quand on est dans les 50 sites industriels les plus émetteurs, la décarbonation, elle est drivée par le fait qu'on est dans le marché européen du carbone, que les quotas vont décroître. Donc forcément, on a une incitation financière à le faire parce que si on ne le fait pas, on va devoir racheter les quotas qu'on émet et ça aura une pénalisation financière pour l'entreprise qui va devenir difficilement soutenable. Mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles ça peut être difficile d'entamer la transition. Et par ailleurs, si on décarbone les activités, on n'interroge pas nos modèles de production et on ne se demande pas ce que produire veut dire pour notre société, comment est-ce que produire est compatible avec le maintien de conditions habitables de la planète. Et c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser parce que si on a réduit le problème du carbone en 2050, on n'est pas très bien parti pour à l'échelle mondiale, on aura quand même des sujets d'eau. Et l'eau, dans un cycle industriel, elle se pose de différentes manières. La modification du cycle de l'eau, elle peut avoir différentes conséquences. Conséquence évidente à laquelle on pense, c'est de se dire, si on a besoin d'eau pour produire et que on a moins d'eau, eh bien, ça altère les conditions de production. Et on voit bien que là, avec les plans de sobriété hydrique, les arrêtés sécheresse, il y a certaines activités qui vont se retrouver pénalisées par cela. Mais on ne peut pas produire sans eau dans beaucoup de cas. Et cette question de l'eau, elle se pose aussi sur notre consommation énergétique, en particulier la production d'électricité via le parc nucléaire, qui est très dépendante de l'eau et des températures de surface. Mais du coup, l'industrie, elle est touchée de d'autres manières sur l'eau. Ça peut être, vous prélevez, il y a moins d'eau, donc la température de surface, la température de l'eau que vous prélevez va être plus élevée. Donc ça peut impacter votre procédé industriel qui est plutôt prévu pour une température, alors qu'il peut supporter quelques degrés de différence. Mais plus on s'éloigne de la norme, plus ça peut être difficile et engendrer de l'investissement, par exemple, dans des moyens de réfrigérer l'eau, donc de reconsommer de l'énergie derrière, donc d'avoir un impact sur la structure de coût, mais aussi d'autres impacts environnementaux. Si vous prélevez à une température plus élevée, vous avez une autorisation préfectorale pour vos températures de rejet. Donc, l'écart entre celle à laquelle vous prélevez et celle à laquelle vous rejetez se réduit. Donc, ça pose des questions sur votre capacité à respecter les arrêtés préfectoraux, donc des investissements éventuellement pour respecter cela. Mais les industriels aussi ont énormément de rejets industriels et dans les rejets industriels, notamment quand vous les rejetez dans le milieu naturel, vous êtes encadré par des arrêtés préfectoraux qui donnent des concentrations sur un certain nombre de polluants que vous pouvez avoir suite à votre procédé industriel. Et si le niveau des rivières où vous prélevez ou les zones où vous prélevez votre eau diminue, eh ben, vous pouvez moins rejeter d'eau ouais, avec vos effluents parce que vous pouvez dépasser le niveau de concentration autorisé. Donc, ça nécessite de faire des adaptations. Donc, l'eau est un sujet central. Toute la question de la biodiversité qui commence à émerger, mais on sait que si on a une érosion très forte de la biodiversité, si on continue au rythme dans lequel on est, les conditions de vie de notre planète, elles ne seront pas optimales en 2050. Donc, la transition, qui est un sujet parfois un peu vague, sur lequel on met un horizon qui est à la fois très proche et très lointain, puisqu'on dit neutralité carbone en 2050, en fait, c'est une nécessité immédiate d'investir dans la transformation des procédés industriels et dans le questionnement du rôle de l'industrie dans nos sociétés. Et tout ça, c'est plusieurs dilemmes qui vont se poser. Enfin, en tout cas, un dilemme majeur qui va se poser, c'est comment on préserve le climat
sans tuer l'industrie. Et c'est vraiment au cœur du débat européen. C'est toutes les questions qui se jouent actuellement avec l'opposition au Green Deal et les demandes qui sont faites aux industriels de réduire leur empreinte environnementale et en particulier leur empreinte carbone. Et de l'autre côté, toute la question de la compétitivité des industries européennes qui a été soulevée par le rapport Draghi dont on a beaucoup parlé. Et donc, on a à la fois le temps politique d'un côté et le temps industriel plus long. Les investissements se font sur le temps long. Quand vous avez investi récemment dans un nouvel outil industriel, bah, s'il n'est pas adapté aux conditions environnementales, vous n'allez pas forcément réinvestir tout de suite parce que vous avez votre cycle d'amortissement. C'est des choix industriels qui vont être faits maintenant qu'on va avoir pour 30 ou 40 ans ou 50 ans, y compris les choix en termes de politique énergétique. Si on se dit dans 5 ans on change, ben on a un risque d'avoir des actifs échoués. Et donc, c'est arriver à combiner à la fois la préservation de l'industrie européenne qui est aujourd'hui en très grande difficulté, en particulier les industries lourdes. On pense à la chimie, à l'acier. Alors, l'acier, il y a une mesure des droits anti-dumping qui viennent d'être mis aux frontières par la Commission européenne. Mais il y a un certain nombre de filières qui sont en difficulté et il y a une difficulté pour l'Europe de maîtriser les chaînes complètes. Et donc, d'un côté, on a ce temps politique qui voudrait aller vite, et de l'autre côté, une transition industrielle qui nécessite un effort de planification, l'idée de penser sur le temps long, et donc de questionner notre politique industrielle. Et c'est un peu là où la Chine ou des pays comme la Corée ou d'autres pays en Asie peuvent être intéressants, mais en particulier Chine et Corée, c'est comment est-ce qu'on conduit une politique industrielle. Alors, la Chine n'est pas un modèle de démocratie. Par contre, en termes de politique industrielle, le fait de penser sur le temps long, d'avoir identifié les points clés des chaînes de valeur où elle voulait être indépendante dans le cadre de sa politique Made in China 2025 est très intéressant, puisqu'il y a vraiment cet effort de planification. Alors, nous, l'effort de planification, il est à la fois double souveraineté, transition écologique. Donc, comment on arrive à rendre compatibles les deux? Et le problème à l'échelle européenne, c'est que depuis plusieurs décennies, on a privilégié une logique de marché, l'idée de d'une concurrence libre et non faussée, de préserver le pouvoir d'achat qui pouvait s'opposer à une logique de stratégie industrielle. Jusqu'à la fin des années 70, on parlait encore de politique industrielle à l'échelle européenne. À partir des années 80, jusqu'à très récemment, c'était presque un mot tabou de parler de politique industrielle, de politique verticale, de politique de filière. Et donc, ça s'est fait au détriment de l'industrie. D'ailleurs, avec pendant des années 80 jusqu'à la pandémie, à peu près, on a beaucoup d'acteurs en France en particulier, mais aussi dans d'autres pays européens ou dans l'administration européenne, qui se disaient que l'Europe pouvait se spécialiser sur les tâches en amont et en aval de la production, qu'on pouvait se spécialiser sur quelques filières à très forte valeur ajoutée et que le reste, on pouvait s'approvisionner à l'étranger, finalement sans penser que des acteurs comme la Chine pouvaient remonter les chaînes de valeur et nous concurrencer sur ces domaines qui sont clés. Du coup, cette logique de marché, de privilégier une concurrence libre et non faussée, elle a rendu l'industrie européenne très vulnérable, souvent dépendante, et avec des acteurs qui finalement qui se disent, et notamment on l'a vu au moment de la crise énergétique, doublée avec la politique de Joe Biden sur la loi de réduction de l'inflation, qui se sont dit, bah, détournons-nous du marché européen. C'est pas un marché qui sera en croissance. La démographie nous montre que ça ne sera pas en croissance. Les politiques de soutien massives à l'industrie, elles ne sont pas là. Allons nous repositionner ailleurs, soit en Asie, notamment en Chine, soit aux États-Unis, où Joe Biden a par exemple mis des clauses de localisation, c'est-à-dire si vous voulez bénéficier de certaines aides, il faut produire sur le territoire américain. Donald Trump a mis des droits de douane très importants pour entrer sur le marché américain. Et donc, la question qui se pose derrière ça, et qui s'est posée très frontalement avec la crise énergétique suite au début de la guerre en Ukraine, c'est que la souveraineté industrielle, elle est liée à la souveraineté énergétique et notre capacité à assurer notre transition écologique, elle est très liée à la question de la souveraineté, notre capacité à être souverain. Et donc, la transition écologique, finalement, elle pose des questions de puissance et de résilience. Et si je parle maintenant peut-être de 4 défis pour moi qui touchent la transition écologique et énergétique en Europe, c'est un, et c'est là qu'on va se rendre compte que l'Europe a de grandes difficultés aujourd'hui pour renforcer sa souveraineté et donc arriver à construire cette industrie idéale dont je parlais au début. Je rebouclerai à la fin dessus. La première chose, c'est qu'on a une énergie qui est chère.
on a un coût du gaz qui est plus cher que ce qu'on a ailleurs dans le monde, et notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, le gaz, notamment le gaz de schiste, vous êtes en dessous de 10 euros du mégawattheure. En France, aujourd'hui, le gaz, on l'a à 30 euros du mégawattheure, auquel il faut rajouter le prix du CO2. Donc, si vous avez un CO2 aux alentours de 60 euros la tonne, ça doit vous faire un mégawattheure du gaz à 42 euros. Parce que le gaz, c'est environ 0,2 tonnes de CO2 par mégawattheure. Donc, 42 euros versus 10 sur des projets industriels et des activités industrielles très intensives sur le plan énergétique, c'est extrêmement coûteux. Même chose sur le prix de l'électricité. Alors, on a un avantage. En France, on a une électricité qui est plutôt décarbonée grâce au nucléaire. Mais ce dont on se rend compte, c'est que le prix de l'électricité est trop cher pour être compétitif par rapport à d'autres énergies, notamment des énergies fossiles. Aujourd'hui, on est sur une électricité alors, très variable, mais en moyenne, l'année dernière, on était à 60 euros du mégawattheure au marché. Beaucoup d'industriels qui étaient grands consommateurs d'énergie ont eu une couverture à 60% de leurs besoins à 42 euros grâce à l'Arenh. Donc, ils passent de 42 euros à 60 euros, ce qui fait 18 euros d'écart, ce qui est quand même majeur quand vous êtes un grand consommateur d'électricité. Et quand vous voulez envisager une décarbonation via l'électrification, cela a un impact. Et ça a un impact, pourrait faire émerger plein d'industries qui seraient clés pour la transition écologique. On pense par exemple au e-fuel, donc après on peut avoir tout un débat sur est-ce qu'il faut continuer à faire voler des avions ou pas, est-ce que l'aérien est une solution ou pas, et ça on en revient aux questions de société. Mais pour que les e-fuels émergent, il faut de l'hydrogène bas carbone et du CO2 biogénique. Alors le CO2 biogénique, on peut le récupérer via des projets de décarbonation, par exemple quand vous substituez du gaz par de la biomasse. Là, la biomasse, vous avez du CO2 biogénique que vous pouvez utiliser. L'hydrogène, il faut avoir une forte production d'électricité bas carbone. Et on se rend compte pour que l'hydrogène soit compétitif, il faudrait que le mégawattheure d'électricité soit entre 20 et 30 euros. Donc, on a un gap qui fait que c'est difficile pour ces matières d'être compétitives, donc de trouver des cas d'usage, donc d'avoir des acteurs qui les adoptent, donc d'avoir la masse critique, etc. Et donc, ce prix de l'énergie, aujourd'hui, c'est un vrai frein à notre décarbonation, à la réduction de notre empreinte environnementale et donc sur le chemin vers cette industrie idéale projetée en 2050. Et même avec des investissements massifs dans le renouvelable, alors vous voyez qu'en France, en plus, la question du renouvelable, aujourd'hui, elle fait l'objet de plein de débats, de remises en cause. On parle d'un moratoire sur les énergies renouvelables. La question de la compétitivité de l'énergie, elle reste un sujet durable. Deuxième défi, c'est celui des matières premières, notamment les matières premières critiques. On l'a vu avec la Chine qui vient de mettre des restrictions à l'exportation sur les terres rares, le lithium, etc. On a une concentration du raffinage, enfin de l'extraction et du raffinage dans quelques pays, avec une large domination de la Chine, mais pourtant ces métaux, ils sont critiques pour la transition. Donc, on pense au lithium, au nickel, au cobalt, au cuivre, aux terres rares, et qui sont situés majoritairement hors d'Europe. Donc, on a une dépendance stratégique qui est celle qu'on a connue avec les énergies fossiles, celle qu'on a connue avec les énergies, le gaz venant de Russie. Et sans ces ressources, eh ben, on n'a pas de batterie, pas d'éoliennes et pas d'électrification en général. Et là, les réponses, c'est à la fois exploiter éventuellement les ressources qu'on a sur le territoire européen, on pense au lithium, avec pas mal de débats qui vont se poser et des débats de société qui peuvent être intéressants. C'est-à-dire qu'il y a des opposants, en fait, d'avoir des mines de lithium en France, des opposants généraux au fait d'avoir des mines en France, mais des gens qui sont opposés à ces mines en fonction des usages qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'ils disent, on peut exploiter du lithium, mais par exemple, pas pour mettre dans des SUV. Et donc, ça renvoie à la question de la société, des projets de société, pourquoi on veut une industrie. Et ça, moi, je pense que il n'y a pas de raison qu'on fasse peser les conséquences environnementales de nos choix de consommation sur d'autres. Donc, la question d'ouverture et d'exploitation de mines et de ressources sur les territoires français et européens, elle doit se poser. La deuxième chose, c'est la conception des produits, avoir des produits qui permettent le fait de revaloriser ces matières premières en fin de vie. Et on voit que sur les batteries au lithium, c'est pas toujours évident de récupérer le lithium en fin de vie de la batterie.
et concevoir des produits moins gourmands en ressources, donc avoir un véritable effet de sobriété, se dire qu'on n'a pas besoin de produits très technologiques pour un certain nombre d'applications. Alors vous allez me dire, les montres connectées, les frigos connectés ne sont pas ceux qui consomment le plus de ressources, mais pour le coup, on est à peu près sûr que ce sont des domaines dans lesquels on n'a pas besoin de ces ressources-là si on doit faire des priorisations pour renforcer notre souveraineté. Et la troisième chose, c'est l'économie circulaire, qui est un véritable levier pour récupérer ces ressources, les garder sur le territoire et essayer d'avoir des boucles vertueuses. Mais pour créer des boucles vertueuses, si je reprends l'exemple des batteries, eh bien, il faut qu'on ait des fabricants de batteries, mais des usines qui assemblent des véhicules et qui prennent ces batteries-là pour ensuite générer un marché où on va pouvoir revaloriser les produits en fin de vie. Alors, on se rend compte qu'aujourd'hui, les usines, elles peinent à sortir de terre pour plein de raisons, de compétences, donc de capacité à passer à l'échelle, de coûts de fabrication en Europe plus élevés qu'ailleurs, etc. Mais donc, on doit arriver, et sûrement avec un soutien public, à créer ces filières de manière circulaire et vertueuse. Les deux dernières choses, deux derniers défis dont je vais vous parler, et je vais un peu accélérer parce que là, je suis en train de faire un monologue, un tunnel, et ça va être, je ne vous fais pas un cadeau à 18h30. La troisième chose, c'est le financement de la transition. La décarbonation, ça exige des investissements considérables, souvent de long terme, avec une régulation et des marchés qui évoluent rapidement et des acteurs industriels qui peuvent peiner à se développer, soit parce que les technologies sont pas arrivées à maturité, soit parce ils n'arrivent pas forcément à trouver l'équilibre économique, mais il y a un véritable enjeu du financement, donc de besoin d'accompagnement, de visibilité et de créer un cadre de confiance. Donc là, la dissolution et le fait qu'on ne sait pas combien de temps rester un ministère, et donc quand vous faites une demande de subvention, vous ne savez pas si c'est un programme qui va rester, ça ne crée pas de la confiance et donc ça n'aide pas à engager les transitions, surtout que ça paralyse aussi un peu toutes les chaînes de valeur. Et donc, vous avez des clients qui sont moins confiants, il y a moins de demandes, donc l'entraînement dans l'économie se fait moins. Le dernier élément, qui est un élément clé, c'est le facteur humain et culturel. On parle beaucoup de transition dans la transition écologique, des machines, procédés industriels, mais il y a une question d'engagement, de management du changement, de valeur. Donc, on a à la fois besoin de compétences, mais aussi de savoir comment on pense la production pour engager tout le monde dans ces mouvements. Et quand je dis question de valeur, c'est que l'enjeu majeur de l'industrie, hein, l'industrie, elle s'est fondée sur massifier la production pour abaisser les coûts unitaires. Et on a pensé nos outils industriels de cette manière-là. On fait de la masse parce qu'on sert des marchés larges et on abaisse le coût unitaire. Alors maintenant, on réfléchit sur des productions en petite série, sur de la production unitaire, mais ça, il faut avoir un outil industriel qui permet de le faire. Et donc, quand on remet en cause le fait de massifier la production, d'être plus attentif à la durabilité, à la sobriété, au sens du travail industriel, c'est des questions de valeur, mais c'est aussi de la question de l'outil industriel à répondre à ces attentes-là. Et si, pour conclure en 3 minutes, je devais dire enfin, quelques éléments sur mon industrie qui a réussi sa transition, c'est une industrie qui est décarbonée. Je faisais un slogan, une industrie décarbonée, mais pas désincarnée. C'est-à-dire que les usines existent encore, mais elles ont changé de visage. Elles permettent d'avoir d'autres représentations. Les grands sites métallurgiques n'utilisent plus de coke et de charbon, mais passent à l'hydrogène bas carbone, si on arrive à en produire de manière suffisante et à prix compétitif. On fonctionne avec des électrolyseurs qui sont alimentés par des énergies renouvelables pour produire de l'acier vert. On rejette plus le CO2 dans l'atmosphère. On a réussi à le réduire de manière drastique en électrifiant nos procédés industriels ou en trouvant des alternatives avec des combustibles bas carbone. Et le CO2 qu'on ne sait pas abattre, on le capte pour le réutiliser dans d'autres procédés industriels ou on envisage éventuellement un stockage. On a des intrants qui sont biosourcés ou recyclés. L'énergie qui est utilisée, c'est un mix électrique bas carbone, donc avec du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, du nucléaire et de la biomasse, avec une interconnexion européenne pour gérer la flexibilité. Et je pense qu'il est aussi important de se dire qu'on n'est pas dans un monde à zéro émission, c'est-à-dire c'est plutôt une sorte de net zéro dont on parle, c'est un monde en équilibre entre ce qui est émis et notre capacité à
absorber les émissions qui sont émises. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de préserver la biodiversité, parce que la biodiversité, et notamment à travers les forêts, les océans, elle est une capacité à absorber une partie de ce qu'on émet et d'aller vers ce net zéro. Je pense que les puits de carbone naturels, on y croit. Les puits de carbone créés de toutes pièces, on n'a pas envie de penser que ce soit une réponse viable, en tout cas dans ce modèle industriel. Deuxième chose, c'est une industrie qui est circulaire. L'économie circulaire est devenue la norme. Donc, on ne perd rien, on réutilise. Les déchets sont devenus des ressources énergétiques ou pour concevoir les produits. Avec, je vous parlais des métaux critiques, hein, qui sont à mon avis un très bon exemple pour envisager cette réutilisation à grande échelle. Mais cette circularité, elle ne s'entend pas qu'aux métaux et aux matériaux, elle peut s'entendre aussi à l'énergie et à la chaleur. Donc, je pense que c'est toutes les réflexions sur le développement de réseaux de chaleur industriels pour relier les usines entre elles ou utiliser la chaleur fatale des usines pour alimenter les villes. Il n'y a pas de chaleur qui se perd. On essaye de tout réutiliser pour éviter la perte et donc fonctionner de manière plus efficace. Les deux dernières choses, c'est l'industrie, elle est enracinée dans les territoires. On a vu qu'avec la mondialisation, l'internationalisation des chaînes de valeur et aussi des comités exécutifs et de l'actionnariat de certaines entreprises, et ben les activités industrielles, en tout cas les décisions, elles peuvent être détachées des territoires et donc des conséquences territoriales. Donc il y a un enjeu de reconnecter l'industrie avec les territoires où elle l'opère. Et donc dans cette industrie idéale, il y aurait un retour au local avec une réflexion autour de bassins de compétences et de réflexion sur cette circularité. Et donc, c'est l'idée de l'industrie qui produit avec le territoire où elle est, en fonction de ses ressources, en fonction de ce qu'elle peut offrir et comment elle peut s'intégrer dans cet écosystème. L'aspect humain, je vous en ai parlé, je pense que c'est un élément clé, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de transition énergétique écologique sans les humains. Mais la dernière chose qui me semble importante, c'est la question de la sobriété. Et la sobriété doit devenir un moteur d'innovation. La sobriété, c'est un élément qui peut questionner fondamentalement les modèles industriels. Mais je suis assez convaincue que sans sobriété, on n'arrivera pas à relever les défis. On sait qu'on hyper-consomme, on consomme trop, on jette beaucoup de choses qu'on produit sans que ça soit utilisé. Et donc, les entreprises industrielles doivent penser la contrainte environnementale comme un moteur au service de leur innovation et de leur compétitivité. Donc, intégrer, on raisonne beaucoup en logique de coût, comment est-ce que la durabilité est intégrée dans les modèles économiques, comment est-ce qu'on revoit les modèles d'affaires, on pense beaucoup de vendre à l'usage plutôt que posséder quelque chose, aller plus vers plus de réparation plutôt qu'avoir l'obsolescence programmée, penser des choses qui sont faites pour durer et pas être remplacées. Et ça, c'est des vrais, il y a un vrai enjeu culturel derrière ça. Et je pense que j'ai déjà fait un bon premier tour parce que là, j'ai vraiment l'impression de faire un gros monologue et je pourrais dire encore beaucoup de choses parce que il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais on va peut-être garder du temps pour les questions, Lucien, sauf si tout le monde s'est endormi entre-temps, ce qui est possible. Bah, moi, je propose effectivement qu'on parte sur les questions. Alors, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever la main, comme ça, après, je peux distribuer la parole au cas où il y ait plusieurs personnes qui se pressent pour les questions. J'ai pas l'impression que ce soit trop le cas ici. Mais Nicolas a une question. Bah, Nicolas, je te laisse. Vas-y, je te laisse poser ta question. Bon, merci beaucoup, Madame Voivilis, pour cette présentation, je vais dire, très, très complète. Est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur la planification à l'échelle européenne? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu, enfin, vous aujourd'hui, quel est finalement votre ressenti? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? On va aujourd'hui plutôt dans le sens, il y a des éléments de planification qui arrivent ou plutôt pessimistes? Et comment est-ce qu'on pourrait arriver sur des logiques de planification qui, comme vous l'avez dit, pourraient ressembler à ce qu'on retrouve aujourd'hui en Asie de l'Est? Voilà, merci. C'est une vaste question. Et alors, je pense que l'Europe est un peu décevante de ce point de vue-là, dans le sens où la première chose, c'est que
En matière industrielle, l'Europe a une compétence d'appui aux États membres. Donc, la politique industrielle reste massivement du ressort des États membres. Et on ne voit pas forcément de choses qui relèvent de la planification dans les stratégies européennes. Peut-être que les chocs récents, comme je pense au Covid, à la guerre en Ukraine, à la crise énergétique, à la guerre économique entre la Chine et les États-Unis, ont mis en évidence le fait qu'on devait avoir une vision de long terme et une coordination collective, mais on se rend compte de toute la difficulté d'arriver sur des logiques de coordination collective à l'échelle européenne. Je pense à, par exemple, l'exemple du domaine de la santé. La France a une stratégie de relocalisation de certains principes actifs, par exemple, je pense au paracétamol, mais à d'autres principes actifs, notamment des anticancéreux, etc. Et ce qu'on voit, c'est que cette logique de relocalisation de ces principes actifs, elle devrait être pensée à l'échelle européenne avec une coordination entre les États. C'est-à-dire, par exemple, la France fait du paracétamol, l'Allemagne va faire alors, j'ai le fentanyl qui vient en tête, qui est connu pour de mauvaises choses, mais qui est dans la politique de relocalisation de la France. Et donc, d'avoir cet équilibre pour se dire que les chaînes de valeur, on peut les maîtriser à l'échelle européenne. Si on regarde le domaine du photovoltaïque, par exemple, on maîtrise toutes les étapes de la chaîne de valeur en Europe. Donc, on aurait un enjeu de coopération européenne. Alors, pour se dire que l'Europe, aujourd'hui, elle fixe des priorités collectives. On pense à la neutralité carbone en 2050, avec l'objectif intermédiaire de moins 55% d'émissions en 2030. Elle a identifié des filières stratégiques, les batteries, les semi-conducteurs, l'hydrogène, les matériaux critiques, pour lesquels on essaye d'avoir des politiques européennes, mais qui ne font pas forcément l'objet d'une coordination assez poussée. Mais par contre, sur la question de la planification, comme on pourrait l'entendre, avec des domaines très clairs où on va être indépendant et on met des moyens. Et dans les moyens, c'est aussi des politiques commerciales, hein, des politiques de concurrence qui peuvent contrevenir un peu à ce qu'on a fait jusqu'alors, c'est-à-dire des clauses de localisation, des clauses de transfert de technologie, comme l'a fait la Chine et comme continue de faire la Chine parfois sur des marchés où elle veut se développer, interdire l'importation dans des domaines qu'on juge critiques, des mesures anti-dumping pour rééquilibrer sur les domaines environnementaux. Ça doit aussi faire partie de l'arsenal de la planification si on veut reconstruire. Donc, si je faisais une réponse simple au lieu de faire des tunnels, c'est l'Europe, elle prend conscience de choses, elle commence à mettre des choses en place. Par contre, je pense qu'on est très éloigné d'une logique de planification à ce stade. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Loïc? Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. C'est bon. Moi, j'ai travaillé plutôt du côté de la zone de Fos-sur-Mer. Et vous parliez justement de toutes ces problématiques de coke et de charbon. Et vers la fin du discours. Et en fait, on ne voit pas, ça c'est pas dans la presse nationale réellement, mais il y a pas mal de manifestations du côté des dockers pour, en fait, contre ce qu'ils appellent l'écologie punitive. Parce que le fait de ne pas utiliser de coke et de charbon, que ce soit pour la métallurgie ou pour la centrale de Gardanne derrière, fait une baisse en fait de leur trafic et du coup de leurs revenus. Comment est-ce que dans l'industrie et enfin la transition écologique de l'industrie, ceci va être pris en compte, d'autant plus que politiquement parlant, en général, c'est le même spectre, ça veut dire la gauche, enfin la gauche et l'extrême gauche, qui à la fois a la défense du travailleur et l'écologie actuellement. Et enfin, on voit de par leurs mesures coup de poing du côté de Fos qu'ils sont pas prêts en tout cas à accepter un changement radical sur l'industrie et notamment sur l'industrie lourde en fait. C'est une vraie question et je suis pas sûre d'avoir la réponse. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent nous inspirer. Par exemple, en France, on a produit du charbon pendant très longtemps et on a décidé un jour d'arrêter l'exploitation du charbon en France et on a essayé d'accompagner ces transitions. Et aujourd'hui, le fait est qu'on sait qu'on a des volumes qui vont baisser et je pense qu'on pourrait poser la même question sur quand on dit qu'il faut sortir des énergies fossiles, bah demain, si on arrête la raffinerie, il y aura un choc territorial parce que c'est quand même beaucoup d'emplois et en fait, on ne le pose pas du tout.
Et ça, je pense que c'est pas du tout anticipé dans les politiques publiques aujourd'hui. On se dit pas, on consomme moins de charbon, ça a un impact sur le volume des ports. On doit se dire que ça sera rééquilibré par ailleurs. Et donc, peut-être que les leviers qui pourraient être intéressants, c'est anticiper pour ne pas subir. Et je pense qu'il y a un port, je ne sais plus si c'est Rotterdam ou il y a un autre port, je ne sais plus. En tout cas, je crois que des ports comme Rotterdam ont essayé de faire des conversions de certaines infrastructures pour accueillir, par exemple, un terminal d'hydrogène ou d'ammoniac bas carbone. Je sais qu'il y en a qui essayent de se reconvertir vers la logistique pour d'autres branches industrielles. Le deuxième enjeu, c'est la diversification des activités portuaires sur des sujets multi-énergie, recyclage industriel, éventuellement des boucles de circularité. Et il y a l'accompagnement social. Comment est-ce que le Fonds européen de transition, enfin, il y a un fonds de transition juste, comment on peut éventuellement s'en servir pour ces transitions-là, en ciblant des secteurs spécifiques. Comment est-ce que socialement on accompagne le dialogue social? Donc, je pense qu'il y a des petites briques qui existent, il y a des ports qui doivent commencer à anticiper des choses en Europe, mais fondamentalement, je pense que c'est un effet collatéral de la transition auquel aujourd'hui on n'a pas forcément pensé. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou pas? N'hésitez pas à lever la main même pendant les réponses des autres. Sinon, moi, j'ai une question. J'ai une question en fait sur la sobriété parce qu'on en entend beaucoup parler. Aux mines, on a un prisme très énergie. Et donc, la sobriété, on en entend beaucoup parler en termes de diminution de la facture d'électricité et de gaz, quoi. Enfin, comment produire autant en consommant moins. Mais il y a aussi un sujet de sobriété dans le sens comment produire moins, tout simplement. Et vous avez mentionné rapidement le vendre l'usage plutôt que de produire le produit. Moi, j'ai plusieurs questions là-dessus. Première question, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est une vraie solution qui est envisagée ou est-ce que ça reste plutôt marginal? Je pense notamment au fait que Decathlon avait un service de location d'articles de sport qu'ils ont en fait arrêté. Donc, est-ce que c'est une solution sur laquelle on peut vraiment partir? Et la deuxième question que j'aurais sur la sobriété, c'est comment en fait on fait accepter in fine aux industriels qui vont vendre moins potentiellement? C'est des très bonnes questions. Alors, pour la première chose, je pense que dans le premier cas que vous mentionnez, c'est plus de l'efficacité que de la sobriété. Quand on se dit on va produire autant en consommant moins, on est plutôt sur des logiques d'efficacité qu'on a beaucoup vu au moment de la crise énergétique. Après, sur la question de location plutôt que possession, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile alors, il y a des cas où ça marche, mais c'est culturellement, c'est pas quelque chose on fait. Et puis après, il y a différentes manières dont on le market. Par exemple, c'est Michelin qui vend plus des pneus, mais des kilomètres roulés. Donc, on a quand même une vente d'un bien industriel au départ dont on essaye d'optimiser l'utilisation. Et on a plein de domaines où en fait, on se rend compte que le leasing existe dans la location d'imprimantes plutôt que la vente. Le fait de louer, par exemple, je crois que c'est Siemens qui loue des trains sous des formes de contrats de disponibilité, donc avec une maintenance préventive qui est intégré, mais ça sous-entend que derrière, on soit prêt à faire accepter ces usages au grand public. Et on se rend compte qu'en fait, on a plutôt tendance à se dire, je vais avoir cet objet, même si je m'en sers qu'une ou deux fois dans ma vie, mais je l'ai si jamais j'en ai besoin, il est disponible. L'autre chose, c'est que je pense que toutes les industries ne peuvent pas faire ça. C'est bien que vous avez un produit fini d'une certaine manière, mais il y a plein d'industries qui vont pas pouvoir s'adapter à ça, qui donc vont devoir gérer les logiques de volume. Et plus elles vont baisser leur volume, plus elles vont avoir un prix, la tonne qui va augmenter. Je pense que c'est le cas de l'acier, de la chimie, production d'aluminium. Toutes ces industries de base, aujourd'hui, elles n'ont pas forcément de réponse évidente à ça. Et donc, ça sous-entend
une mutation industrielle. Et l'autre chose, c'est est-ce que les industriels sont prêts à le faire? Il y a des industriels qui sont prêts à le faire parce que c'est une évidence et c'est un truc économique qui marche. On pense à des boîtes comme une Mustela qui ont arrêté des lignes de produits. Je vous parlais de Michelin ou de Siemens qui ont développé ce produit à l'usage. Et puis il y a toutes celles sur lesquelles le marché peine à trouver sa place. Et en fait, la question, c'est l'équilibre de se dire on importe beaucoup de choses en Europe. Est-ce que si on relocalise une partie de la production et on consomme moins, est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver un équilibre? Et ça n'a pas forcément été modélisé sur le plan économique. Et c'est pour ça aussi que la transition, d'une certaine manière, sur le papier, elle est hyper simple. Mais la réalité de comment on la met en œuvre et de quelles concessions, les concessions qu'on est prête à faire en tant que société et comment on organise la société à l'heure de la transition écologique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment Je pense que si vous avez... dans vos stages, vous avez peut-être parlé d'entreprises, parlent beaucoup du management du changement ou du change management et autres, mais en fait, la transition écologique, c'est un vrai sujet du management du changement et comment on bouge une société entière. Et c'est hyper compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible et qu'on n'y arrivera pas, mais, J'espère. mais ça veut dire qu'il faut être lucide sur comment on le fait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bon, pas de main. Alors, moi, j'en ai une autre, s'il faut. On peut libérer les autres et faire un dialogue tous les deux, si les gens prient. Les gens sont libres de partir quand ils veulent, mais en fait, c'est parce que vous parlez justement là des gens, et je trouve ça intéressant. Il y avait une grosse partie de votre présentation qui était sur en filigrane, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre sur l'acceptation des projets industriels quand vous mentionniez la mine de lithium, mais pas pour mettre du lithium dans les SUV. Moi, ma question, c'est, donc effectivement, il y a un gros sujet, je pense, sur les gens et l'industrie, les citoyens et l'industrie. Ma question, c'est la suivante. Alors, il va falloir que j'essaye de formuler quelque chose qui est un peu compliqué, un peu flou dans ma tête. Mais en fait, on a les citoyens qui rentrent en compte de par le fait qu'ils doivent accepter les projets industriels, qu'on a besoin d'eux derrière pour travailler aussi quand on ouvre une nouvelle mine, etc. Aussi dans le fait que si, en fait, comme vous disiez, on arrête d'importer en France et qu'on produit en France, j'imagine que ça va être plus cher. Donc, il faut aussi que les gens ils achètent français. Et ma question, c'est en fait, quel peut être le logiciel pour faire prendre conscience de ce genre de problématiques qu'on n'a pas forcément en tête, je pense, quand on est en haut de l'État, pour en tout cas faire prendre conscience aux ministres qu'il y a ce sujet-là. Parce qu'en fait, je pense par exemple il y a pas longtemps, je crois que la CNDP a été rendue non obligatoire pour les projets industriels d'intérêt commun ou d'intérêt majeur en France, alors que c'était quand même un bon outil, simplement parce que il me semble que ça rallongeait vachement les procédures. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on part plutôt dans l'autre direction, alors qu'en fait, il faudrait plutôt penser l'industrie aussi pour les Français, quoi. Et comment on fait pour ça? C'est ça, c'est une question. C'est-à-dire que à la fois, je pense qu'il y avait aussi un peu un désespoir parfois pour les industriels parce que d'un côté, quand on prend une décision d'investissement, si on a un délai de 5 ans avant de pouvoir sortir son projet de terre, enfin, avant de pouvoir commencer la construction de son projet, parce qu'après, il y a le délai de construction, le marché a pu se retourner, ou on n'arrive pas forcément au bon moment face à des concurrents qui peuvent sortir des trucs hyper rapidement parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Donc, c'est arrivé à concilier les deux. Et en même temps, je suis convaincue que les normes environnementales, elles font partie de l'acceptabilité de l'industrie. Et la question, c'est peut-être de se dire, si on est très exigeant, ça a un impact sur la compétitivité. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi rééquilibrer cette compétitivité aux frontières européennes? Et je pense qu'il y a un produit qui ne respecterait pas du tout nos normes environnementales et sociales. On peut se poser la question de si on continue à l'importer. Et on sait qu'on a plein de produits qui ne respectent pas nos normes, sauf qu'il n'y a pas les capacités, les douanes n'ont pas les capacités de contrôler l'ensemble des colis. Donc, ça crée aussi un dumping. Et le sujet est comment on arrive à faire dialoguer tous ces gens. Et c'est vrai que les oppositions, en fait, on a un peu les industriels d'un côté, l'opposition environnementale de l'autre, et la communication, la construction entre ces intérêts qui peuvent être antagonistes, elle se fait pas naturellement. Et je pense, il y a quelques groupes qui sont extrémistes qui n'ont pas du tout envie de dialoguer, et des extrémistes, il y en a partout. Je veux dire, c'est pas réservé à une frange de la population.
Mais il y a aussi des gens qui ont envie de construire des choses ensemble et qui sont vachement ouverts. Et donc, c'est comment on crée cette rencontre. Mais je pense que quand on crée cette rencontre, il faut aussi accepter de se dire que il y a des choses, il faut accepter de les payer plus cher si on veut qu'elles soient mieux disantes. Sinon, on n'arrivera pas à créer de la virtuosité et on n'arrivera pas à maintenir notre activité industrielle sur le territoire européen. Oui. En fait, enfin là, j'ai en tête. Excuse-moi, Nicolas. Bon, je pose quand même ma question, après je donnerai la parole à Nicolas. En fait, j'avais en tête une interview que vous aviez donnée il y a pas, je sais plus quand, mais où vous disiez que, par exemple, on n'arrivera pas à enfin, pousser en avant le Made in France si on pense pas, par exemple, la question du prix du logement dans les dépenses des ménages. Et du coup, moi, j'ai l'impression que cette approche holistique là autour de la réindustrialisation et la transition de l'industrie, elle est assez peu pensée. Et du coup, est-ce que vous, qui avez sûrement plus d'échanges avec les gens qui prennent des décisions que moi, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment à chaque fois des réflexions qui sont menées de manière silotée, ou est-ce qu'il y a quand même cette volonté-là d'avoir un truc un peu transversal qui puisse recouvrir plusieurs domaines? Parce que par exemple, je pense au fait qu'on ait le ministère du Logement, le ministère de l'Industrie, etc., etc. Ça aide pas forcément non plus. Donc, comment en fait, enfin, en termes de, je sais pas, peut-être de gouvernance nationale, comment est-ce qu'on peut aller vers, qu'est-ce qui pourrait aider à entamer cette transition justement? Alors sur la question du logement, c'est un bon sujet et moi je suis assez convaincue que quand on voit le poids du logement qui augmente dans le budget des ménages, hein, on est à 30% maintenant, donc mécaniquement c'est quelque chose qui n'est pas réaffecté à la consommation, éventuellement la consommation de produits mieux-disants, à la condition que ça ne se transforme pas en épargne ou en surconsommation de produits bas de gamme. Mais qui dirait impact sur le logement, ça peut avoir aussi d'autres impacts sur la construction, etc. Donc c'est à regarder une échelle plus grande. Pour la question sur fonctionner de manière décilotée, bah, normalement il y a des mécanismes de réunion interministérielle qui sont censés débloquer ça, mais ça revient à la question de la planification en fait. Comment on pense un problème de manière systémique et donc on aligne les planètes pour résoudre ce problème. En se disant, bah, si on veut de l'industrie, il faut de l'énergie, il faut de l'aménagement du territoire avec de la logistique, il faut des compétences. Et donc, pour atteindre ce but, et ben, on construit une politique autour de ça qui va forcément être interdisciplinaire. Merci beaucoup. Nicolas, je te laisse poser la question et je pense que ça va être la dernière question La de la dernière soirée. question. Ouais, non, c'est une petite question sur le sujet de l'image de l'industrie. Donc, on va avoir besoin de monde dans l'industrie et c'est un sujet qui nous touche particulièrement avec Lucien. On essaie de comprendre un peu c'est quoi le problème avec l'image de notre industrie. De quoi est-ce qu'elle souffre? C'est ma question. Et comment résoudre cette souffrance pour vous? Voilà, C'est une vaste question. Déjà, je pense qu'il y a c'est des une vastes mauvaise, questions. ouais, parce qu'il y a une mauvaise connaissance de l'industrie. C'est plein de choses différentes, l'industrie. Alors, quand on dit bah, l'industrie est sale, oui, il y a des activités qui sont pas très funky, qui sont physiques. Je pense que quand on travaille dans des fonderies, c'est physique, c'est complexe et ça colle peut-être à l'image qu'on a. Mais après, quand on travaille dans l'industrie des semi-conducteurs, on est dans des salles blanches où finalement c'est très propre. Quand on travaille dans une industrie de process, globalement, on est loin du travail à la chaîne. Donc, il y a plein de réalités industrielles différentes et je pense qu'il faut casser un peu les images qu'on a de l'industrie, cette image d'Épinal, et montrer les réalités de l'industrie, des carrières qu'on peut y avoir. Après, se pose la question de la rémunération. Et je pense qu'en tant qu'élève ingénieur, vous avez cette question qui va se poser assez frontalement à vous. C'est que la réalité, c'est qu'à compétences, à poste égal, notamment Bac+2, Bac+3, bah, l'industrie, elle rémunère globalement mieux que les activités du tertiaire. Par contre, quand on sort d'une école d'ingénieur ou d'une autre école, si on compare les salaires d'entrée dans l'industrie avec les salaires d'entrée dans le conseil ou dans les milieux financiers, ben, on se rend compte qu'il y a quand même un écart qui est assez important. Il y a des ingénieurs qui ne peuvent pas forcément, au regard de comment sont fait l'industrie, ils ne peuvent pas tous rentrer comme cadre. Donc, il y a aussi toute la question des attentes quand on a un bac+5 et de la structure dont a été faite l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit aussi beaucoup plus de personnes beaucoup mieux formées qui peuvent prétendre à des postes d'encadrement. Et l'industrie n'a pas forcément généré autant de postes en conséquence pour ce type de profil. Donc, c'est peut-être une inadéquation entre la formation
et les besoins des entreprises, mais aussi le fait que l'industrie, alors quand vous arrivez sur des postes de direction générale, vous rattrapez les salaires qu'on peut avoir dans le conseil, mais sur toutes les premières années, il y a une progression qui est beaucoup plus rapide dans le conseil. Vous êtes localisé à Paris ou dans des métropoles, donc il y a plein de facilités qui peuvent faire que l'industrie attire moins. Et la question des salaires, elle est très complexe à gérer pour l'industrie quand on est sur des enjeux de compétitivité. Donc, on a des marges de manœuvre qui sont réduites. Mais après, c'est aussi le choix qu'on fait en termes de carrière, la manière dont on se projette, dont on a envie d'évoluer. Je pense que l'industrie a beaucoup, beaucoup de choses à offrir. Et puis après, peut-être la dernière chose, c'est que les conventions collectives dans l'industrie, elles ne sont pas comme celles dans le métier de tertiaire. Donc, il y a le salaire, il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent en jeu dans l'industrie qui peuvent donner des avantages et qu'on n'a pas forcément dans le salaire en tant que tel, mais qu'on a sous forme de primes, éventuellement de jours de congés supplémentaires. L'organisation du travail, c'est le dernier point, c'est aussi un enjeu dans l'industrie. Peut-être beaucoup plus les jeunes générations aspirent peut-être à beaucoup plus de télétravail ou d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Quand vous travaillez dans une usine, notamment en fabrication, c'est quand même très compliqué de faire du télétravail quand vous avez une partie des équipes qui ne peuvent pas faire de télétravail parce que si vous travaillez dans l'usine, vous devez être sur place. Quand vous faites de la maintenance, vous devez être sur place. Vous n'allez pas faire de la maintenance depuis votre salon. Et donc, ça, c'est aussi comment les usines ou les entreprises s'emparent de ces sujets avec les réflexions sur les semaines de 4 jours. Ça, après, chacun répond si c'est 35 heures en 4 jours ou 4 jours, vraiment 4 jours. Mais c'est des défis auxquels l'industrie va devoir répondre si elle veut renforcer son attractivité. Il y aurait de quoi faire un débat entier là-dessus, voire une thèse. Donc, ça sera peut-être l'objet de prochaines discussions avec vos prochains intervenants. Merci beaucoup. Merci. Carrément. Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive tout pile à la fin de notre réunion. Merci beaucoup, Madame Voigilis, d'être venue aujourd'hui pour cette présentation qui était hyper complète et hyper intéressante. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.